Notre rendez-vous derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens aujourd'hui en compagnie de Marlène Panara de l'équipe d'Info Migrants. Bonjour Marlène, on va évidemment revenir sur ce retour de reportage, retour de terrain. Depuis 3 mois, des dizaines de migrants sont bloqués dans la zone tampon contrôlée par l'ONU qui divise l'île de Chypre en deux. Des exilés iraniens, afghans, camerounais, syriens ou encore somaliens, parfois des familles entières, vivent dans cet endroit dans des conditions extrêmement précaire. Et vous, Marlène, vous avez donc pu vous rendre sur place. Vous êtes revenue avec un reportage, une photo, c'est d'usage. On va la voir à l'écran en plein pot. Cette photo qui nous dit quoi exactement ? Oui, alors sur cette photo que vous voyez, on voit le camp de migrants d'Aglandia. C'est un camp qui a été improvisé un peu à la hâte par l'ONU, qui a installé là, on le voit, quelques dizaines de tentes blanches comme celle-ci. Je précise que ce camp, il est situé en périphérie de la capitale Nicosie, en bordure de champs, dans une sorte de petite forêt. On le voit un peu sur l'image, on voit la végétation. On ne se rend pas compte, mais il fait très chaud à cet endroit. Quand on a visité le camp, il était à peu près 10 heures du matin. Il faisait déjà près de 35 degrés. Donc je vous laisse imaginer à l'intérieur des tentes, ce n'est pas tenable. On ne voit pas là non plus les personnes du camp, mais en fait, quand nous, on y était, il y avait 48 personnes qui vivaient là. Et vous l'avez dit, les nationalités sont très diverses. Il y a des Iraniens, des Afghans, des Syriens, des Camerounais, des Nigérians. Enfin, il y a vraiment une diversité de nationalités. Et je précise aussi qu'il y a un autre camp, à peu près à une trentaine de kilomètres de là, dans la zone tampon toujours, où là vivent un peu moins de migrants, mais il y a un deuxième camp également. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes que vous venez de citer, issus d'autant de pays différents, sont bloquées ici ? Alors, toutes sans exception ont été refoulées par les autorités du sud de Chypre, Chypre qui est membre de l'Union européenne depuis 2004. Donc, en fait, les autorités n'ont pas voulu laisser passer les personnes dans le sud, puisque ces personnes n'avaient pas de visa. Donc, en fait, ces exilés, ils ont emprunté une route migratoire qui est bien connue de Chypre depuis quelques années. On le voit là, sur cette carte. De nombreux Africains subsahariens, par exemple, arrivent en avion dans le nord de l'île, qui est administrée par la Turquie, là, qui est en zone grisée. Et puis, ils traversent ensuite à pied la ligne verte, c'est l'autre nom de la zone tampon, qui sépare l'île en deux. On le voit là sur les petits pointillés. En fait, c'est ça la zone tampon, la ligne verte. Ils traversent cette ligne pour arriver dans le sud et pour pouvoir demander l'asile en Europe. Donc, cette ligne, ce n'est pas une frontière, c'est une zone tampon contrôlée par l'ONU, donc ça se traverse très facilement. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, comme on peut le voir à d'autres portes de l'UE. Pour vous donner un chiffre, entre janvier et juillet 2024, il y a plus de 5000 migrants qui ont fait cette route. Donc, c'est tout autant de personnes qui ont traversé la zone tampon et qui ont demandé l'asile. En 2023, ils étaient 11 000 et puis en 2022, ils étaient plus nombreux, ils étaient près de 19 000. Mais depuis le mois de mai, donc, ces personnes sont stoppées sur cette ligne par la police et donc elles ne peuvent pas aller demander l'asile dans le sud. C'est ce qu'on appelle un refoulement ou un pushback en anglais. C'est une pratique qui est illégale au regard du droit international. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à John, John qu'on a rencontré dans le camp, qui vit là, un citoyen nigérian qui, lui, a traversé cette ligne, est arrivé dans le sud. Il a rencontré un habitant, il a demandé de l'aide avec ses compagnons de route et il nous a expliqué ensuite ce qui s'est passé. On peut l'écouter dans la vidéo. I think it took like 4 or 5 minutes and the police got there. They met us nicely, they were very friendly, they just asked us a couple of questions, got our passports and searched our bags, gave us some water. And I asked the policeman if we're going to prison or something like that. And he said, no, we're not going to prison, we're just going to take you somewhere. Okay, and then we got in the vehicle and they drove us off and brought us here. Est-ce que vous avez eu d'autres témoignages du même type ? Oui, le témoignage ce que nous a raconté John, en fait, tous les migrants qu'on a rencontrés dans le camp nous ont fait le même récit, à quelques détails près. Ibrahim, un Soudanais qu'on a rencontré, nous a raconté lui aussi avoir été arrêté par la police dans le sud. Alors lui, son arrestation a été bien plus violente, parce que les policiers ont ordonné à Ibrahim et à ses compagnons de route de s'asseoir et puis ils les ont tenus en joue avec leurs armes. Donc ça l'a quand même beaucoup marqué. Et puis ils les ont forcés, toujours en les menaçant avec leurs armes, de rebrousser chemin. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont repartis du coup plus au nord et puis ils ont longé la ligne verte. Ils ont marché plusieurs heures en pleine chaleur, sans eau
ni nourriture pour finir dans cette zone tampon et puis être pris en charge par l'ONU. Aujourd'hui, Ibrahim, il attend que la situation elle se désamorce. Il souhaite demander l'asile à Chypre. Il veut construire sa vie dans ce pays. Ce jeune homme, il a fui la guerre au Soudan. Je rappelle qu'il y a depuis 1 an et demi un conflit meurtrier ravage le pays. En 14 mois, il a fait plus de 60 000 victimes civiles et a plongé la moitié de la population dans une situation d'insécurité alimentaire très grave. Voilà, donc ces jeunes notamment qui sont en quête d'un avenir meilleur, notamment à Chypre, vous nous le racontez. Il est fait de quoi le quotidien dans ce camp? Alors, les exilés, ils sont hébergés, comme on l'a vu sur la photo et puis sur les images, dans des tentes blanches du HCR. C'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ils sont dans ces tentes par petits groupes, entre camarades ou en famille. L'ONU et les ONG sur place leur fournissent 3 repas par jour et puis évidemment de l'eau potable. Il y a aussi quelques toilettes. Il y a une cuve d'eau. On la voit ici, c'est l'unique cuve d'eau du camp. Alors là, on ne se rend pas compte, mais c'est envahi de moustiques, de frelons, d'insectes. C'est assez précaire. Et puis pour prendre une douche, les migrants, ils montent sur un petit tabouret qui est à côté d'une tente avec un petit tuyau d'arrosage et puis ils se douchent comme ça à la va-vite avec très peu d'intimité. Tous se plaignent des conditions, mais aussi de la chaleur et surtout des serpents, des rats et puis des hordes de moustiques qu'il y a la nuit qui les empêchent de dormir. On l'imagine, cette situation, elle ajoute beaucoup de stress et d'angoisse à des personnes qui ont déjà vécu en fait des situations très difficiles dans leur pays, qui sont souvent victimes de violences, qui ont été victimes de trafic. Donc ça ajoute de l'angoisse. C'est par exemple le cas de Sadat, un Afghan qu'on a rencontré qui avait 20 ans, qui était avec sa famille dans le camp. Sadat est arrivé il y a 3 mois, donc c'est lui, ça fait déjà 3 mois qu'il est là, qu'il vit sous cette tente. Il est venu avec sa mère et ses 2 sœurs. Il a quitté l'Afghanistan pour que ses sœurs puissent continuer leur scolarité, puisque depuis mars 2022, en Afghanistan, les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller faire des études secondaires ou supérieures. Donc, c'est pour ça qu'ils ont quitté le pays. Évidemment, la déception est immense pour lui parce que il ne sait pas ce qui va leur arriver. Est-ce que vous avez pu obtenir, j'imagine que vous avez cherché à joindre les autorités, est-ce que vous avez obtenu des réponses sur ces situations? Oui, alors on a demandé au ministère de l'Immigration pourquoi est-ce que ces personnes étaient bloquées. Je ne vous cache pas que ça a été compliqué d'avoir une réponse. On a fini par l'avoir. En clair, le ministère nous a assuré, je les cite, être en constante communication avec l'ONU pour résoudre la situation. Donc on attend une issue. L'ONU, elle, de son côté, elle exhorte le gouvernement à faire quelque chose, à accueillir les migrants. Et surtout, elle nous a dit que vraiment l'état de santé, et on l'a vu de ces migrants se dégrader de jour en jour, comme je l'ai dit, sur leur santé mentale, cette situation d'angoisse et la situation de vie, ça vraiment a des conséquences sur leur santé mentale. Et puis, l'Union européenne aussi a dénoncé cette situation. Le 8 août, un porte-parole de la Commission européenne a rappelé à Chypre, dans la presse, ses obligations en matière de droit d'asile. Donc, pour l'instant, sans succès. Il a déclaré, entre autres, que Chypre était un membre de l'UE et qu'à ce titre, il devait fournir un accès à la procédure de protection à ces personnes et que c'était un élément important du droit d'asile et de la Convention de Genève. Il y a donc des condamnations. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement persiste à empêcher ces exilés d'accéder à son territoire? Alors on a posé la question à des ONG, aussi à des spécialistes de la politique chypriote. Personne, en fait, ne comprend vraiment cette stratégie. Là, on le voit, c'est l'intérieur d'une tente. Une chercheuse que nous avons interrogée avance une piste politicienne. Elle dit qu'en bloquant ces migrants, le gouvernement, qui a été constitué en 2023, donc c'est quand même assez récent, voudrait afficher une position ferme auprès de la population face à l'immigration. Mais paradoxalement, en fait, le pays continue quand même d'accueillir quelques demandeurs d'asile au centre d'hébergement de Pournara, qui se trouve, pareil, pas très loin de Nicosie, à quelques kilomètres. Même si ces arrivées, elles sont très rares ces derniers temps. Vous avez eu l'autorisation de visiter ce centre. Quelle était la situation sur place? Oui, on a eu l'autorisation d'aller dans ce centre. Quand on y allait, nous, il y avait peu de personnes. Il y avait, on nous a dit, 272 personnes pour une capacité de 2000 places. Donc on imagine que voilà, il y avait pas mal de places.
On peut voir sur l'image, donc c'est l'entrée de ce centre. Les personnes sont hébergées à l'intérieur dans des sortes de préfabriqués, bien séparées les unes des autres, bien cloisonnées en fonction de l'âge, en fonction du genre et du degré de vulnérabilité des personnes. L'équipe dirigeante nous a montré ces différents endroits où étaient répartis les migrants. Et puis, on a aussi eu l'occasion de rencontrer les demandeurs d'asile qui sont arrivés récemment et qui, eux, n'ont pas été refoulés. Donc là, on voit à l'image, les migrants vivent dans ces préfabriqués-là, en famille ou entre nationalités le plus souvent. On a rencontré donc, à cet endroit même Marie, qui est une Camerounaise. Elle était là depuis 24 heures quand on l'a vue. Donc, elle était un petit peu perdue, mais elle nous a expliqué qu'elle s'était rendue directement au centre de Pounara et qu'elle n'avait pas eu de problème avec la police. Elle n'avait pas été refoulée. Donc, elle a fui la zone anglophone au Cameroun, qui, on le sait, où sévit depuis plusieurs années un important conflit également. Mais elle a eu la chance de pouvoir déposer son dossier, d'entamer des procédures, ce qui l'a soulagée beaucoup. Et évidemment, ce n'est pas le cas des migrants de la zone tampon qui, eux, attendent toujours de pouvoir déposer l'asile.